Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nugget pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque semaine, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Solène Ducréto, militante écoféministe, fondatrice de l'association Les Volontaires et porte-parole de la candidate à la primaire écologiste Sandrine Rousseau. J'ai découvert l'écoféminisme en m'intéressant à la mode responsable, car finalement l'industrie textile exploite aussi bien les femmes et leur corps que les ressources de notre planète. C'est aussi une industrie raciste et très loin d'être inclusive. L'écoféminisme pourrait donc être une réponse à toutes ces problématiques, car c'est un mouvement intersectionnel qui permet la convergence des luttes contre le racisme, pour les droits des personnes LGBTQIA+, pour l'égalité de genre ou pour la protection de la planète. Mais comme je suis aussi de plus en plus convaincue que pour faire changer profondément l'industrie textile, nous allons devoir compter sur une ou sur un allié politique, je me suis demandé comment on pouvait faire de l'écoféminisme en politique. Car imaginez un instant une présidente qui se revendiquerait officiellement écoféministe, qui aurait à cœur autant la protection des droits humains, et notamment ceux des femmes, que la sauvegarde de notre environnement. Avec Solène, nous avons évoqué ensemble tous ces enjeux, nous avons aussi parlé de magie, du Pentagone et de troc de vêtements. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Solène. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet pour cette première question. C'est quoi l'écoféminisme ? Quel est le rapport, en fait, entre écologie et féminisme, concrètement ? Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture dans l'écoféminisme. Le premier, qui est celui de base, vise à faire converger les luttes, tout simplement, qui sont écolo et féministes, d'où écoféminisme. Et ensuite, quand on va venir tirer un peu le fil et creuser la question, l'écoféminisme est un mouvement qui vise à venir déconstruire ce qu'on appelle le système d'oppression patriarcale. Donc on parle bien d'un système, on ne parle pas des femmes qui visent à détruire les hommes, je précise au cas où. Et du coup, ce système d'oppression, on se rend compte qu'il agit de la même façon, que ce soit sur les femmes ou sur la planète. Sur la planète, on se l'imagine très bien, c'est tout le système d'exploitation, de surexploitation de la planète, des ressources, voilà, tout ce qu'il y a derrière. Et l'exploitation des femmes, c'est l'exploitation des corps des femmes, c'est l'exploitation de leur travail non rémunéré. Voilà. Et en fait, on se rend compte que ce système-là, c'est le même qui vient agir de la même façon sur d'autres nœuds de notre société, et qui crée pas mal de soucis autour notamment du racisme, de l'homophobie, du spécisme, voilà, et tout ce qui dérive aussi du capitalisme. Ok, super intéressant, très précis. Et comment toi tu as découvert l'écoféminisme et surtout pourquoi tu as décidé de t'y intéresser ? Alors en fait, dans mon métier, je travaille dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Je suis reporter d'images. Et depuis 10 ans, je travaille avec des associations, des ONG, des fondations qui me demandent d'aller filmer leurs actions sur le terrain. Et je me suis retrouvée en fait à travailler beaucoup sur des sujets sociaux, environnementaux, engagés, mais jamais je me suis retrouvée avec des sujets qui faisaient converger les luttes. Et c'est quelque chose qui me manquait un peu, d'autant que quand on est engagé dans un métier un peu comme ça, qui porte des valeurs et que on met 500% de notre énergie dedans, au bout d'un moment, on a tendance un peu à s'épuiser parce que le monde va pas mieux, il empire même.
Donc on a un peu l'impression de pédaler dans la semoule et on se demande un peu à quoi sert tout ce qu'on fait. Ce qui fait que quand j'ai découvert l'écoféminisme au travers du livre créé par, qui a été édité par Emily H. Reclaim, pour moi ça a été un peu un nouvel espoir parce que je me suis dit que peut-être qu'en fait il suffisait de changer un peu le curseur de mon engagement et que si ça se trouve, pour faire avancer les choses un peu plus vite, l'écoféminisme pourrait être une des solutions en fait pour pouvoir faire face à toutes les crises qui sont en train de nous tomber dessus. Ok, ouais, donc c'est un peu finalement, ça a été ton nouvel élan, quoi, ton nouvel espoir en quelque sorte de pouvoir répondre à toutes les problématiques qu'on vit aujourd'hui, l'oppression sur la planète, sur les femmes, quoi. Exactement. Ok, hyper intéressant. Et alors concrètement, enfin vraiment de façon très très concrète, très sur le terrain, en quoi militer pour la défense de l'environnement, ça remet en cause le patriarcat? Ouais. Il y a une phrase que je cite souvent, qui est un dicton écoféministe, et qui dit « Qui voudrait la part égale d'un gâteau cancérigène ?» Cette phrase-là, elle montre vraiment l'imbrication des luttes et surtout la nécessité de cette imbrication de ces luttes-là. Effectivement, donc si on décortique un peu ce dicton, l'idée c'est de se dire à quoi bon essayer de sauver la planète si c'est pour que dans ce processus-là, on mette de côté, encore une fois, la moitié de la population mondiale. Et vice-versa, à quoi bon se battre pour avoir l'égalité entre les femmes et les hommes si c'est pour se rendre compte que d'ici quelques années, en fait, peut-être que plus personne ne pourra vivre sur Terre. Donc, il y a une urgence, en fait, à faire converger ces deux luttes-là. Et si on vient s'intéresser à ces deux sujets-là en priorité, c'est déjà parce que il y a cette urgence climatique qui fait que c'est la population mondiale qui est impliquée sur ces sujets-là. Et il faut que tous et toutes ensemble, on arrive à mettre en place des solutions pour éviter tous les dégâts qui sont en train d'arriver. Et en parallèle de ça, en fait, pour faire avancer les choses plus vite, on va venir tout simplement s'intéresser à la catégorie sociale la plus précaire dans le monde. Et il se trouve que les femmes sont les premières victimes de toutes les crises, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire une crise sociale, économique, écologique, sanitaire. Tout simplement parce que les femmes sont la catégorie sociale les plus précaires, donc les plus pauvres. Donc elles sont en première ligne sur tout ça. Dès qu'il y a une crise, en fait, ce sont les premières à en pâtir. Donc l'objectif de l'écoféminisme, c'est de venir imbriquer ces deux luttes-là et faire en sorte à ce que les femmes ne soient plus victimes de tout ça, mais qu'elles puissent être actrices du changement si elles le souhaitent. Ok. Ouais, non, c'est passionnant. Moi, j'en suis au début un peu de ma découverte de l'écoféminisme. Et d'ailleurs, je t'ai invité aussi sur le podcast parce que moi, j'ai pris conscience de l'écoféminisme en m'intéressant à la mode responsable. C'est là où j'ai vraiment pris un peu conscience, de cette imbrication finalement que les femmes sont exploitées, mais c'est aussi une exploitation sur la nature, que c'est les mêmes systèmes. Donc c'est assez intéressant. Et je me demandais, est-ce que d'après toi, militer pour une mode responsable, éthique, durable, enfin peu importe comment on l'appelle, c'est porter des valeurs écoféministes? Alors oui, j'en suis persuadée. Après, faut regarder un peu dans les détails comment ça se fait. Mais effectivement, l'objectif de l'écoféminisme, c'est déjà de venir trouver des alternatives au capitalisme, donc à sortir de cette idée de production, de surproduction, de logique commerciale et infinie pour venir trouver des modèles alternatifs qui vont valoriser l'upcycling, l'économie circulaire. Dans la mode, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont faisables et qui sont en train petit à petit d'être mises en place. Et ce podcast-là en est une des meilleures preuves. Il y a des choses qui sont en train de bouger à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça va pas assez vite. La mode fait partie des industries qui sont les plus polluantes. On en reparlera peut-être après, mais effectivement, il y a plein de choses à faire là-dessus. C'est hyper intéressant. Ok. Et d'ailleurs, toi, dans ton quotidien, puisque peut-être que là, on a essayé de décrire au maximum ce qui était l'écoféminisme, ce que ça voulait dire, mais dans ton quotidien, comment ça se traduit pour toi personnellement, cet écoféminisme-là, ces valeurs écoféministes?
Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Quand on a envie d'agir en tant qu'écoféministe, on a plusieurs niveaux d'engagement, si on peut dire ça comme ça. Et c'est un peu comme dans les mouvements écolos, c'est-à-dire qu'il y a les petits gestes du quotidien, qui on peut se demander effectivement si ça change vraiment la donne d'arrêter le robinet quand on se brosse les dents ou ce genre de choses. Effectivement, si tout le monde faisait tout plein de gestes écoféministes, on n'est pas trop sûr que ça changera radicalement la planète, mais par contre c'est une première étape pour aller plus loin après, donc dans ce sens-là c'est hyper important. Et en fait, on a plusieurs façons d'agir. On peut, par exemple, s'intéresser à la mode éthique. C'est un engagement écoféministe qui peut être hyper intéressant. La question de la contraception peut l'être aussi, parce que on s'est rendu compte notamment que les contraceptifs hormonaux polluer les océans parce qu'en fait, tout simplement, les hormones se retrouvent dans nos urines et les urines ne sont pas filtrées. En tout cas, les hormones dans les urines ne sont pas filtrées et ces hormones-là se retrouvent dans l'océan et perturbent la biodiversité marine. Donc, quand on le peut, parce que bien évidemment, on peut pas forcément tout faire ce choix-là, mais quand on le peut, choisir un contraceptif qui n'est pas hormonal, ça peut être une des petites actions au quotidien, comme par exemple acheter du commerce équitable aussi, parce qu'il se trouve qu'il y a de plus en plus de labels qui incluent dans leur charte soit une égalité de salaire entre les femmes et les hommes, soit le fait que les enfants ne travaillent pas sur les champs et qu'il y ait une école qui soit construite dans les parages. Et si c'est pas le cas, le label s'engage à construire cette école-là et à mettre en place un système d'éducation. Donc en fait, acheter commerce équitable, c'est vrai que parfois ça peut coûter un petit peu plus cher, mais si on le fait sur des produits qu'on achète régulièrement, juste comme du café ou du chocolat par exemple, ça peut faire un geste en fait en solidarité avec les femmes des pays des Suds. Et puis ensuite, si on a envie de s'engager un peu plus, là, on peut le faire d'un point de vue local, en mobilisant son entourage. Donc ça peut être par exemple, si on prend l'exemple de la mode éthique, ça peut être se réunir à chaque saison avec des copines en mixité choisie et organiser des trocs de fringues. C'est personnellement ce que je fais avec mes copines. Génial. Et c'est hyper chouette en fait parce que ça permet de faire vivre les vêtements différemment, ça permet de s'envoyer des petites photos quand l'une porte le t-shirt de l'autre. En fait, c'est assez chouette de redonner vie aux vêtements de cette façon-là dans son entourage. Et ça permet aussi de faire une petite session sensibilisation pour celles qui sont peut-être un peu moins engagées et puis de parler de féminisme, d'écologie. Voilà. Ok, trop bien. Et puis, bien évidemment, le stade ultime, c'est de s'engager encore plus en menant des actions de mobilisation citoyenne, par exemple, ou même de s'engager en politique, soit auprès d'une ou d'un candidat qui puisse porter ces valeurs-là, ou même soi-même briser son plafond de verre et son sentiment d'illégitimité, et puis se présenter à quelconque sphère de décision. Ok, de toute façon, on va reparler de la politique parce que ça fait partie, toi, de tes engagements, donc on va y revenir. L'écoféminisme, ça date pas d'hier, enfin, c'est apparu dans les années 70, si je dis pas de bêtises. En France, ça a eu un petit peu de mal à prendre. Ça avait les féministes le voyaient un petit peu de façon assez négative. Aujourd'hui, ça revient vachement à la surface, enfin sur le devant de la scène. Comment tu peux expliquer que ça refasse surface comme ça, l'écoféminisme aujourd'hui en France ? Ouais. Eh ben, en fait, c'est surtout dû à deux choses. Bon, déjà, il faut, si on remet dans le contexte, effectivement, la première personne qui a conceptualisé le mouvement écoféministe, qui a écrit dessus, c'est une Française qui s'appelle Françoise d'Aubonne, qui n'est plus de ce monde, mais voilà, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le féminisme ou la mort », hyper fun, mais qui pas hyper positif, mais qui dans le contenu pose vraiment les bases de l'écoféminisme. Et à cette époque-là, ça n'a pas pris en France parce que on était nous les féministes en plein dans nos luttes pour avoir le droit à l'avortement et à la pilule. Donc le mouvement écoféministe était vu comme essentialisant. Et enfin, en tout cas, il y avait cette peur-là qui était liée au mouvement. Et puis surtout, lier les luttes féministes et écolos à cette époque-là, en France, c'était pas vu comme une urgence.
Et donc aujourd'hui, ce qui a préparé le terrain pour une nouvelle émergence de ce mouvement-là, ça a été d'abord la COP 21, qui s'est passée en 2015 en France. Et puis ensuite, il y a eu le mouvement MeToo et Balance ton porc, qui a permis en fait tout simplement de faire monter en connaissance et en compétence la population sur les sujets féministes et sur les sujets écolos. Et donc maintenant, ça nous paraît plus envisageable, plus... Voilà, on sent qu'il y a un enjeu en fait dans la convergence de ces deux luttes-là. Okay. Ce qui est hyper intéressant d'ailleurs de voir ça. Et moi, il y a un livre qui m'a marqué. Je disais, moi, je suis un peu au début de ma recherche sur l'écoféminisme et j'ai lu le livre de Jeanne Burghardt-Goutal, Être écoféministe, théorie et pratique. Elle écrit, d'après ce que j'ai pu observer, les écoféministes françaises d'aujourd'hui sont pour la plupart des femmes jeunes, blanches, très diplômées, souvent cisgenres. Le risque pour le mouvement d'être taxé de féminisme blanc et élitiste, comme ce fut le cas dans les années 1990, est donc bien présent. Est-ce que tu es d'accord avec cet état des lieux, cette critique du mouvement ? Ouais, je suis en partie d'accord. C'est une réalité parce qu'en fait, puisque tous les textes qui existent sur l'écoféminisme aujourd'hui sont des traductions de textes des années 70 et souvent des espèces d'essais philosophiques, ou pas que, ça peut être des recueils de textes comme Reclaim, mais en fait, ça reste des livres qui font facilement 400 pages et qui jonglent avec des concepts philosophiques, politiques quand même assez poussés. Ce qui fait que ça rend pas forcément hyper facile d'accès la connaissance de ce mouvement-là. Donc, effectivement, les premières personnes qui se sont appropriées ce mouvement-là, effectivement, ça correspond au cliché qu'on vient de décrire là. Ceci dit, en fait, c'est en train de changer. Il y a de plus en plus d'engagements écoféministes qui se créent et qui sont issus des quartiers populaires. J'en suis d'ailleurs la preuve parce qu'effectivement je suis blanche, voilà. Mais par contre, je viens d'un quartier populaire. J'ai vécu la moitié de ma vie dans une cité HLM. J'ai pas fait des grandes études, donc voilà. Et puis surtout, il y a des militantes qui se font connaître de plus en plus par leurs actions, comme Fatima Wassak par exemple, qui elle a notamment mobilisé les femmes de son quartier à Bagnolet pour faire pression sur son école afin de faire passer un repas végétarien par semaine, ou en tout cas une alternative de repas végétarien, c'est-à-dire que les enfants ont le choix de prendre un plat avec de la viande ou pas, une fois par semaine. Et effectivement, donc elle a réussi à mener cette action-là, et ce que elle explique très bien, c'est que ça a permis à toutes ces femmes-là de quartiers populaires de se retrouver au centre d'une question politique, et puis de se rendre compte qu'avec leur statut de mère, de maman, elles peuvent avoir un impact en fait. Donc ça a aussi ça peut avoir en tout cas un aspect fédérateur et libérateur et émancipateur d'avoir ce type d'action-là, quoi. Ouais, ça redonne le pouvoir, quoi. Donc c'est hyper important, ce pouvoir citoyen, de le redonner aussi aux femmes, et aux femmes pas seulement dans des milieux privilégiés, mais aussi aux femmes dans toutes, un peu partout, quoi. Ouais. On a quand même l'impression que les femmes sont plus nombreuses à se battre sur les questions environnementales. On le voit en tout cas dans les jeunes générations. Je trouve que c'est assez flagrant. On a Greta Thunberg. Enfin, en France, on a Camille Etienne. Enfin, je veux dire, il y a quand même des grandes figures féminines qui se battent aujourd'hui sur les questions environnementales. Est-ce que ça veut dire que les femmes seraient plus proches de la nature, de l'environnement ? Alors ça, c'est la question piège. Je sais. Alors non, bien évidemment que non. Justement, répondre oui aurait été essentialisant parce que ça sous-entendrait que les femmes sont par nature plus proches de la nature, c'est-à-dire que ce serait inscrit dans nos gènes, ce qui n'est pas le cas. Par contre, ce qui peut expliquer ça, c'est plutôt un espèce de conditionnement social. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, les femmes sont celles qui sont souvent en charge de la gestion du foyer, d'acheter la nourriture, de s'occuper des enfants, de tout ce qu'on appelle le care en fait, le fait de prendre soin d'eux.
Et de fait, les femmes sont les premières à se poser en fait les questions de comment les générations futures vont pouvoir survivre, mon enfant, comment est-ce que je vais le nourrir pour qu'il soit en bonne santé, parce que ce sont elles qui sont en gestion du foyer, dans beaucoup de cas. Et ça, partout dans le monde. Donc, de fait, ce sont elles qui se mobilisent en fait en majorité pour changer la donne. Et c'est ce qui est d'ailleurs un petit peu rageant, parce que quand on regarde en fait les chiffres du secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc, le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est ce qui regroupe tout le secteur associatif, les associations, les fondations, les ONG, mais aussi tout le secteur de la santé. Et en fait, dans ce secteur-là, c'est le secteur où il y a le plus de femmes qui travaillent dans ce secteur-là. C'est-à-dire que dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, il y a 70% de femmes qui travaillent dedans. C'est énorme. Donc on peut se dire effectivement, c'est chouette, enfin un secteur où les femmes se mobilisent. Oui, d'accord, mais en fait, ce qui est un petit peu déconcertant, c'est que quand on regarde les chiffres, ces 70% de femmes, ça reste encore une fois les petites mains. Ça reste les postes qui sont les moins bien payés, tout ça, et ce qui fait qu'en fait, dans les sphères de décision, ce sont encore des hommes. À titre d'exemple, toutes les grosses ONG en France, quand on pense à Action contre la faim, Greenpeace, la Croix-Rouge, tout ça, en fait, ce sont que des hommes qui sont à la tête de ces grosses ONG-là. Il n'y a que Oxfam, avec Cécile Duflot, qui est à la tête de cette grosse ONG-là, mais c'est quasiment la seule. Donc effectivement, on peut venir se demander comment est-ce qu'on peut renverser en fait le système jusqu'au bout pour que ce soit pas forcément que les femmes qui prennent tout ce secteur de l'engagement en fait. Ce serait bien qu'il y ait plus d'hommes qui s'engagent aussi, mais voilà, l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on peut rétablir un peu d'équilibre un peu partout. Bien sûr, et puis c'est vrai que c'est la société qui nous conditionne. Enfin, même les mots, leur importance, quand on dit mère nature, ce genre de choses, c'est quand même très. On voit à quel point on nous a conditionnés dès petites à se croire plus dans effectivement prendre soin de la nature, de ce qui nous entoure, quoi. Donc tout ça, il va falloir taper du poing sur la table et faire en sorte que ça change. Après, les femmes sont quand même les premières victimes, on l'a dit, de tout ce qui est réchauffement climatique, dérèglement climatique, parce que ce sont les plus précaires et donc ce sont elles qui sont en première ligne de tous ces changements-là. Elles sont aussi les plus engagées en faveur de l'environnement, on vient de le dire, pour plein de questions. Est-ce que ce sont elles qui sont la clé pour sauver la planète, d'après toi ? Alors, la clé, je sais pas si dans la formulation, je l'aurais forcément dit comme ça, mais par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que face à toutes les crises qui sont en train d'arriver, qu'elles soient climatiques, sociales, les réfugiés climatiques qui vont arriver en masse là, toutes ces prochaines années à cause de tout ça. En fait, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut les embarquer dans la mise en place de solutions. On en parlait juste avant, en fait. Si on prend l'exemple de toutes les grosses ONG qui sont dirigées par des hommes, en fait, on a du coup un prisme dans la mise en place de solutions qui ne prend pas forcément toujours instinctivement en compte la question de genre, en fait, dans la mise en place de solutions. Ce qui fait que déjà avoir des femmes dans les sphères de décision, y compris dans les ONG, ça peut permettre de changer éventuellement un peu la donne. Et puis surtout, il faudrait idéalement réussir à faire en sorte à ce que les femmes ne soient plus victimes des changements climatiques, mais leur donner les moyens, si elles le souhaitent, de devenir carrément actrices en fait du changement et de la mise en place de solutions. Donc effectivement, ce qu'il y a de sûr, c'est que si on prend en compte cette moitié-là de la population mondiale qui pour l'instant est mise de côté dans les décisions qui sont liées à la planète et qui sont trop souvent oubliées et laissées pour compte, voilà, en fait, on ira tout simplement plus vite dans la mise en place de solutions si tout le monde est dans le même bateau. Bien sûr. Et juste pour rebondir aussi sur ce qu'on disait juste avant, sur le fait que les grosses ONG soient dirigées par des hommes et que finalement les femmes dans l'économie sociale et solidaire ce soit la main-d'œuvre sous-payée, c'est aussi beaucoup le cas dans la mode, où on se rend compte que les grosses marques de mode sont dirigées par des hommes, en tout cas les gros groupes, je pense à LVMH, Kering, qui sont quand même la preuve vivante de ça.
ça, et qu'à côté de ça, les couturières, donc les petites mains peu valorisées, ce sont des femmes exploitées à l'autre bout de la planète, quoi. Donc c'est vrai que finalement l'industrie textile est assez est la parfaite illustration de toutes les dérives qu'on a citées juste avant, quoi. Pour parler aussi un petit peu de toi, parce que j'aime bien dans le podcast revenir sur des questions un peu plus personnelles, et pour parler de ton travail, donc tu as créé l'association Les Volontaires. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Pourquoi tu as créé cette association, que fait cette association? Voilà, nous expliquer un petit peu tout ça. Oui, effectivement, Les Volontaires est né au lendemain des Engraineuses. Et c'est donc une association de sensibilisation, d'action et de prospective écoféministe. Parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire comprendre en fait tous les enjeux liés à l'écoféminisme d'abord, pour ensuite mettre en place des actions qui sont des actions qu'on a déjà identifiées comme ayant un impact positif et réplicable, et puis aussi pour faire ce travail de recherche sur quelle est la suite en fait, comment ce mouvement peut se développer, quel type d'action on peut mettre en place en fonction aussi de la sphère dans laquelle on évolue. Est-ce que être militante écoféministe dans un milieu urbain ou rural, ça peut changer quelque chose? Est-ce qu'on peut mettre en place une gouvernance dans une entreprise qui soit écoféministe? Comment est-ce que ça peut se traduire en termes de mesures politiques? Voilà, il y a vraiment plein de choses en fait à venir imaginer. Et tout ce travail de recherche, il faut s'y coller, donc on y va. Et donc tu le fais avec Les Volontaires, très bien. Alors il y a un autre sujet que je voulais évoquer avec toi qui est quand même hyper intéressant, puisque tu as récemment accepté le rôle de porte-parole de Sandrine Rousseau, donc qui est candidate à la primaire des écologistes et qui se revendique officiellement comme étant une écoféministe, ce qui est assez rare dans le milieu politique, donc il faut le souligner. Comment on fait de l'écoféminisme en politique? Alors, c'est une vaste question. Vaste sujet. Effectivement. Alors, l'avantage, c'est que avoir une candidate qui se revendique écoféministe, déjà, ça donne vraiment un coup de projecteur au mouvement, donc c'est hyper chouette. Ça fait un peu peur aussi parce que, effectivement, le mouvement écoféministe, il est foncièrement radical, puisqu'il vise à déconstruire la société dans sa globalité pour ensuite venir reconstruire des nouvelles bases qui seraient beaucoup plus solides que celles sur lesquelles on se repose en ce moment. Donc l'idée globale en fait de l'écoféminisme, c'est de sortir du schéma pyramidal de notre société tel qu'on la vit aujourd'hui, pour venir construire une société qui serait plus basée sur un modèle circulaire, avec justement un partage des pouvoirs et une refonte en fait globale de la société. Donc ça fait un peu peur en politique parce que effectivement ça veut dire changer le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour autant, ça peut se faire à des étapes, ça peut se faire petit à petit. On n'est pas obligé de tout changer en même temps, même si ça serait bien. Mais bon, faut avoir aussi conscience que il faut être pragmatique et exactement. Ouais, bien sûr. Voilà, et du coup, en politique, ça peut se traduire de différentes façons. Donc déjà par des mesures qu'on pourrait mettre en place. On peut par exemple imaginer mettre en place un revenu d'existence, comme le propose Sandrine Rousseau, qui est de 850 € et qui est une espèce d'allocation financière qui permet aux populations les plus précaires d'avoir un revenu qui soit meilleur en fait que ceux qu'ils ont aujourd'hui. Et en fait, ce revenu d'existence, puisque les femmes sont les plus précaires, y compris en France, ça permettra de relever en fait le niveau de vie de tout un tas de femmes qui ont vraiment du mal à terminer les fins de mois, qui sont les personnes âgées avec des toutes petites retraites ou les femmes seules avec enfants à charge. Et voilà, ce type d'action, c'est quelque chose qui peut avoir un vrai impact. On peut prendre aussi l'exemple du secteur de l'agriculture. Il se trouve que d'ici les 10 prochaines années, on va perdre un tiers, voire la moitié de nos agriculteurs, tout simplement parce qu'ils vont partir à la retraite.
et que il y a pas assez de nouvelles générations qui ont envie de s'engager dans ce secteur-là, ce qui fait qu'on va se retrouver, nous, en France, à devoir importer énormément de produits, de matières premières, et donc réfléchir à comment est-ce qu'on peut donner plus de place aux femmes qui ont envie de s'engager dans ce secteur-là. Ça peut être une des actions aussi, parce qu'on se rend compte que parmi les jeunes générations, il y a effectivement beaucoup de femmes, des néo-rurales qui viennent s'installer en agriculture, mais ça reste encore plus difficile que pour les hommes, pour elles, de s'installer, parce que tout simplement, quand elles vont demander un prêt pour pouvoir s'installer, acheter des terres, le banquier se pose quand même encore souvent la question du est-ce que cette femme-là va avoir les épaules pour prendre en charge ce prêt-là? Et puis en plus de ça, il y a toutes les questions d'accès à la maternité qui font que les femmes ont trop peur de se lancer dans ce secteur-là, de peur d'avoir pas assez de droits. Alors que pour autant, ça pourrait être une des solutions en fait pour relancer le secteur, de favoriser en fait l'émergence de talents féminins. Voilà, avec la mode aussi, on peut très bien imaginer plein de choses. Il y a pas mal de propositions qui avaient été faites, notamment dans la Convention citoyenne pour le climat, autour de la mode. Ce qui a été retenu, c'est tellement dérisoire par rapport à tout ce qui aurait pu être mis en place qu'en fait, voilà, il y a beaucoup d'enjeux et tout est à construire. Ouais, bien sûr, j'imagine. Et j'imagine que ça doit pas être évident, mais là, je te posais la question de comment on fait de l'écoféminisme en politique, mais concrètement, qu'est-ce que l'écoféminisme peut apporter à la politique? Je sais pas si tu distingues bien les deux questions, mais c'est de savoir oui, qu'est-ce que ça peut apporter, en quoi ça peut l'améliorer, ce genre de choses, quoi. Ouais, carrément. Alors, ce qu'il y a de vraiment intéressant dans l'écoféminisme en politique, c'est qu'en fait, on vient déconstruire aussi les modèles de fonctionnement de la politique en elle-même, de l'intérieur. C'est-à-dire que tout le monde se rend bien compte déjà qu'il y a très peu de femmes en politique, en tout cas pas assez. L'égalité, on y est encore loin dans ce secteur-là. Et une des raisons pour laquelle on en est arrivé là aussi, c'est parce que la politique est un milieu très violent. C'est un espèce de rouleau compresseur de cette machine patriarcale qui fait que si on veut réussir en politique, il faut correspondre à tous les codes masculin, voilà, il faut taper du poing sur la table, il faut être capable de piétiner les autres. Enfin, il y a vraiment des choses un peu inconcevables qui se font en politique, on le voit bien, ou en tout cas qui sont difficiles si on n'a pas envie de rentrer dans tout ce combat-là, quoi. Et l'écoféminisme, ça permet justement de venir reconstruire un nouveau modèle, de venir déconstruire ces fameux systèmes d'oppression, ce qui fait qu'en fait, ça oblige à faire de la politique différemment de l'intérieur et à mettre en place des choses au sein même de la façon dont on va gérer ses équipes, mettre en place une campagne, y compris sur des éléments de communication. Et ça met en place, en fait, tout simplement, une atmosphère qui est tellement plus bienveillante, où tout le monde aurait sa place, et où, en fait, on est... en fait, il y a Starhawk, qui est une des figures de proue de l'écoféminisme, qui parle, elle, du système actuel en le nommant tel que le pouvoir sûr. C'est-à-dire que la société dans laquelle on vit aujourd'hui est basée sur le pouvoir sûr, c'est-à-dire ces fameux systèmes d'oppression où, si on veut avoir le pouvoir, il faut qu'on exerce ces mêmes systèmes d'oppression sur la société. Alors que l'objectif d'une politique écoféministe, c'est de construire un modèle de société qui soit basé sur le pouvoir du dedans, c'est-à-dire le pouvoir de chacun, chacune. C'est-à-dire même redéfinir cette notion de pouvoir. Ce que ça engendre dans une politique de l'intérieur, c'est qu'on se retrouve tout simplement avec une diversité incroyable de profils,
Dans la campagne de Sandrine Rousseau, par exemple, on a une diversité qui, moi, m'émeut beaucoup parce que on a des personnes en situation de handicap, on a des personnes racisées, on a une grosse communauté LGBT. Il y a vraiment plein de choses qui sont mises en place. La question de la bienveillance est primordiale et vraiment au cœur de la campagne aussi. Il y a vraiment une notion aussi de montée en compétence, c'est-à-dire faire de la politique. C'est pas juste vouloir le pouvoir et puis ensuite laisser tomber tout le monde et puis faire ce qu'on veut. C'est aussi une aventure humaine et faire de l'écoféminisme en politique, c'est savoir comment enrichir en fait cette aventure-là, et c'est du coup aussi être capable d'apporter des choses aux gens qui mènent la campagne, qui ne sont pas forcément les candidats, les candidates. Par exemple, nous, tous les jours, on a des micro-formations qui sont co-construites avec les personnes même de la campagne pour faire monter en connaissances et en compétences les gens qui construisent cette campagne-là. Et donc, on a des micro-formations sur la gestion des réseaux sociaux, sur comment mener une campagne bienveillante en utilisant des outils de communication non violente, sur l'écoféminisme que j'anime moi-même, sur les cultures queer, sur le langage épicène, voilà, sur plein de choses qui viennent vraiment sensibiliser en fait toutes les personnes qui mènent cette campagne-là pour être sûr que tout le monde soit au même niveau de connaissances et de compétences sur l'écoféminisme et sur ces fameux systèmes d'oppression pour surtout ne pas les reproduire après. Ouais. Et là où c'est intéressant finalement, c'est qu'on a une cohérence entre le discours et le programme et ce qui est annoncé et ce qui se pratique en interne. C'est souvent ça le problème, c'est qu'on se rend bien compte que entre les annonces, ce qu'on nous dit, et c'est pour ça aussi que les citoyennes et les citoyens sont déconnectés de la politique aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une incohérence totale entre ce qui est fait et ce qui est dit. Et là, quand je t'écoute parler, j'ai l'impression qu'en tout cas, l'écoféminisme, c'est aussi faire en sorte que le discours et les actes soient complètement alignés, quoi. Ouais, exactement. Ce qui est plutôt pertinent. Il y a un autre livre que je voulais citer de Pascale Derme, qui est aussi une figure assez emblématique de l'écoféminisme, si je me trompe pas, sur un livre qu'elle a écrit et qui est illustré, qui est un très beau livre et qui s'appelle L'écoféminisme en question. Elle écrit: l'écoféminisme n'est pas seulement un autre récit possible de notre capacité à habiter la Terre, c'est la plus belle façon de se réinventer un destin commun sur notre terre, monde, maison. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation ? J'imagine que oui. Oui, exactement. L'écoféminisme, on le mentionnait tout à l'heure, est un mouvement qui est foncièrement radical. Donc ça peut faire peur en fait. Et souvent on nous dit aussi la façon dont on présente l'écoféminisme peut paraître un petit peu gnangnan entre guillemets, trop utopiste. Vivons tous dans la bienveillance et déconstruisons ces schémas d'oppression pour toutes et tous être à égalité et vivre ensemble sur une planète meilleure. Et c'est vrai en fait, l'écoféminisme a cet ADN foncièrement, on va dire, bienveillante et positive. Mais en fait, ça veut pas forcément dire qu'on n'est pas pour autant moins radical, parce que changer notre société dans sa globalité, ça va nécessiter des efforts monstrueux. Mais par contre, pour le faire, si on veut réussir à le faire, il faut que ça se fasse par la joie. Parce que sinon, de nouveau, on va se retrouver dans un système de confrontation, de guerre, de violence, voilà, tout ce qu'on peut s'imaginer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas ça, parce que quand il y a du changement, en fait, il y a forcément des frictions quelque part. Donc ça, faut pas le mettre de côté non plus. Mais par contre, on peut le faire différemment. Il y a notamment une citation de Starolk, comme on le mentionnait tout à l'heure, figure de proue de l'écoféminisme, qui, elle, parle de magie en politique. Et elle explique que quand la politique vient se ranger dans le monde des symboles, alors elle devient magique. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette citation-là, c'est que ça montre bien que si on veut réussir ce changement-là, qui est un changement radical, il va falloir qu'on passe aussi par une mise en place d'un nouvel imaginaire.
ce nouvel imaginaire-là, il peut passer par des symboles. Pour prendre un exemple, une des actions majeures de l'écoféminisme, c'était le Women's Pentagon Action, où des milliers de femmes se sont retrouvées pour encercler le Pentagone et militer pour la fin de la guerre au Vietnam. Ce qu'elles ont fait à ce moment-là, c'est qu'elles ont notamment construit des immenses marionnettes et chacune symbolisait un sentiment. Un sentiment de tristesse, sentiment de colère, voilà. Et elles ont fait circuler ces marionnettes-là pendant tout l'événement. Et à la fin, elles les ont détruites. Un peu comme le Burning Man, le festival qu'on connaît bien. Et cette symbolique-là, en fait, tout simplement, ça permet deux choses. Ça permet de se reconnecter à ses émotions, donc de remettre un peu d'empathie dans toutes les crises qui sont en train d'arriver, de pas nier, en fait, cette part humaine qui est en chacune et chacun de nous. Et puis, ça permet de transformer aussi sa peine, la violence des événements tels qu'on peut les subir, voilà. Mais ça permet de le faire ensemble et de le faire dans cette fameuse sphère des symboles qui permet aussi d'être peut-être un peu plus vivable. Ouais, c'est hyper intéressant. Et c'est marrant que tu parles d'empathie, d'humain, de remettre des sentiments. Alors effectivement, je fais beaucoup de liens avec l'industrie textile parce que le podcast, évidemment, parle de ces sujets-là. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les dérives de l'industrie textile sont aussi liées au fait qu'il manque énormément d'empathie, de bienveillance et d'humain dans cette industrie. On est complètement déconnecté et de nos vêtements et des gens qui ont fabriqué nos vêtements, des femmes qui ont fabriqué nos vêtements, parce que malheureusement, la plupart du temps, ce sont des femmes. Et donc, remettre, en fait, effectivement, cette bienveillance, ces sentiments, ces émotions, tout ça est extrêmement important pour tout, finalement, dans notre économie, dans notre monde politique, dans notre société. Donc, je trouve ça hyper intéressant que tu en parles. Enfin, j'avais pas forcément théorisé, on va dire, entre guillemets, tout ça, mais voilà, c'est intéressant, quoi. Ouais, et puis effectivement, une des deuxièmes actions hyper symboliques qu'elles ont menées, ces femmes-là, pendant le Women's Pentagon Action, c'est en lien concret avec cette thématique de la mode, puisque en fait, elles ont barricadé les portes du Pentagone en tissant des fils. C'est-à-dire qu'elles ont pris des grandes bobines et elles ont créé des espèces de toiles où parfois elles-mêmes se mettaient dans ces toiles-là et s'enchevêtraient de fils pour à la fois symboliser les liens avec toutes les femmes qui étaient là ce jour-là, les femmes qui avaient aussi perdu des enfants pendant la guerre, les femmes qui étaient victimes des dégâts nucléaires de cette époque-là. Donc il y avait vraiment cette notion de solidarité au travers de ces fils qui étaient tissés. Et puis aussi d'identification en fait à toutes ces causes-là sur cette question de la matière première des femmes qui en plus à l'époque étaient encore vraiment reléguées au fait de s'occuper des vêtements, de rapiécer les vêtements, de les tricoter, de voilà. Et en fait c'était une espèce de retournement du stigmate pour faire de cette figure du fil, de la laine, quelque chose qui soit en fait un élément empouvoirant pour les femmes. Ouais. Génial. Je connaissais pas l'anecdote, mais c'est hyper, c'est passionnant. Et sur les dernières questions de cet entretien, ce sont des questions plus personnelles. Il y en a une que je pose régulièrement à mes invités. C'est quel est ton rapport, toi, aux vêtements, à la mode, au textile, de façon plus générale? Ouais. Alors. C'est vrai que j'adore la mode. C'est un peu le seul péché, entre guillemets, que je puisse avoir, parce que je suis pas du tout matérialiste. Autant j'adore la mode parce que je trouve que c'est vraiment un moyen d'expression et que ça peut vraiment avoir une symbolique artistique vraiment chouette sur la construction de son identité. Après, c'est vrai que ça fait partie vraiment des choses sur lesquelles il y a des gros travail à faire d'un point de vue comment dire de société et personnel, de sortir en fait de la fast fashion,
de tout ça. Et c'est pour ça que le faire ensemble, en fait, le faire à plusieurs, c'est quelque chose qui rend la démarche beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus accessible aussi. Et comme je le mentionnais, nous on fait avec des copines des ateliers d'échange en fait de fringues en mixité choisie, et ça permet de rendre ça beaucoup plus fun, quoi. Bah ouais, non, effectivement, c'est vrai qu'il faut, comme tu disais, remettre de la bienveillance dans tout finalement, et même dans cette transition-là vers une mode plus responsable. Ça prend du temps, il faut pas trop se taper dessus et culpabiliser. Et je crois que c'est juste important de prendre conscience des enjeux qu'il y a derrière un vêtement, quoi. Que souvent, ce sont des femmes qui ont fabriqué le vêtement, que c'est un vêtement qui a pu faire plusieurs fois le tour de la planète avant d'arriver chez toi. Donc c'est intéressant. Puis c'est le troc et tout, c'est remettre un peu de l'humain au cœur de tout ça, quoi. Donc c'est chouette. Et bon, j'imagine que ta réponse va être assez évidente, mais te considères-tu comme une personne engagée, et pourquoi ? Ouais, alors j'ai toujours un questionnement là-dessus, parce que à chaque fois je peux pas m'empêcher de me dire mais je pourrais faire plus. Mais regarde, telle personne, elle arrive à faire ça, et puis là j'ai 5 minutes, en 5 minutes, comment est-ce que je peux faire encore plus? Mais j'apprends petit à petit à être plus bienveillante envers moi-même. Donc effectivement, je pense quand même que je me dirais engagée, parce que en fait, il y a pas photo quand je regarde les heures et les heures et les heures et les week-ends passés à travailler sur l'association, à aider d'autres femmes qui elles ont envie de s'engager, à tout simplement essayer de faire changer les choses, que ce soit à ma petite échelle individuelle, dans ma famille, avec mes amis, au travers de mon association, au travers de mon engagement politique maintenant aussi. Bon, en fait, oui, je pense que y a pas photo là-dessus. Et puis, effectivement, ça se traduit par des gestes au quotidien, arrêter de manger de la viande, de privilégier au maximum la mode durable, et puis faire de la sensibilisation et de la pédagogie autant que possible. Ouais, au maximum. Quand tu entends le mot sororité, tu penses à quoi ? Alors ça me fait penser à un super poème de Fia Maureen Kaku, que je vous incite très fortement à aller voir, qui a été publié dans le livre qu'on a sorti l'année dernière, qui s'appelle Après la pluie, Horizon écoféministe, sorti chez Tana Édition, et où elle décrit la sororité avec beaucoup de poésie. Forcément, c'est un poème, mais voilà, où elle parle en fait de ce lien entre les femmes qui a été beaucoup brisé pendant plein d'années, et qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui seulement aussi, et qui est primordial en fait aussi pour construire une société plus durable demain. Et alors la dernière question, rituel du podcast que je pose à toutes mes invitées, est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Oui, il y a une militante écoféministe que j'adore, qui s'appelle Wangari Maathai, qui vient du Kenya. Et là, ça n'est plus de ce monde. Mais en fait, son action, elle est vraiment symbolique de l'écoféminisme, et elle fait preuve vraiment de beaucoup de courage, parce que elle s'est rendue compte, en fait, dans les années 80, que son président de l'époque vendait illégalement les forêts de sa région à des industriels qui arrivaient derrière et faisaient des coupes à blanc, des arbres. La coupe à blanc, c'est quand on coupe l'arbre au niveau des racines, et souvent, c'est toute une forêt qui est rasée tout d'un coup, alors que pour une gestion durable d'une forêt, il vaut mieux couper quelques arbres parmi la forêt. Et tous ces arbres-là étaient destinés à aller construire des raquettes de tennis pour l'Europe. On est ravis, super. Ce que ça a entraîné, en fait, tout simplement d'un point de vue biodiversité, c'est que les petits paysans de sa région ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins, parce que quand les arbres sont coupés de cette façon-là, ça fait des dégâts environnementaux, parce que en été, les arbres, les racines des arbres qui sont mortes ne pompent plus l'eau du sol. Et en hiver, pendant les saisons des pluies, ça crée tout simplement des inondations, des éboulements de terrain, parce que les racines qui sont mortes ne retiennent plus la terre.
Du coup, les petits paysans ne pouvaient plus survivre, ce qui fait que les hommes des villages ont dû partir pour aller chercher du travail en ville, laissant femmes et enfants seuls à la proie des mercenaires. D'un point de vue social, c'est donc catastrophique parce qu'en plus, souvent s'ensuit à ça une vague de viols, de famine, tout ce qu'on peut s'imaginer. Donc, elle a mobilisé les femmes de cette région-là pour préserver les arbres de la région. Elles se sont vraiment enchaînées aux arbres. Et quand on voit les photos de cette époque-là, elles ont vraiment pris des coups, elles sont ensanglantées. Donc, c'est vraiment des warriors, quoi. Elles ont vraiment fait preuve de beaucoup de courage. Et ce que ça a entraîné, c'est un coup de projecteur international qui a permis à Wangari Maathai de lever des fonds pour lancer une grande phase de reforestation. Et ce qui s'appelle maintenant au Kenya le Green Belt Movement, le mouvement de la ceinture verte. Et ça a permis à la fois aux femmes d'avoir une formation en agroforesterie, d'avoir un métier avec des revenus, ce que parfois qu'elles avaient pour la première fois. Donc elles ont pu aider leur famille, elles ont pu remettre en place un écosystème viable parce que en replantant des arbres, tout simplement la nature a repris ses droits, l'eau s'est remise à circuler de façon normale. Donc l'agriculture est de nouveau devenue viable, permettant aux hommes de revenir des villes pour aller aider la famille à la gestion des micro-fermes. Et en plus de tout ça, les femmes se sont vues, encore une fois, au centre d'une décision sociale et politique et dans la mise en place, en fait, d'actions hyper efficaces. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un peu le symbole d'une action écoféministe hyper chouette qui prouve tous les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Et puis, surtout, l'impact hyper positif qu'il y a à mobiliser, en fait, toutes les femmes dans la mise en place des solutions. Waouh, c'est assez incroyable. Comme quoi, il y a des femmes assez exceptionnelles quand même qui se battent au quotidien pour des causes incroyables. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tout ça et puis cette histoire. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci à Solène d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.